Bienvenue à toutes et à tous à cette discussion du World Habitat. Comme beaucoup d'entre vous savent, c'est une organisation caritative basée au Royaume-Uni pour permettre aux différents groupes d'accéder à un hébergement, à un logement euh, accessible. Alors, nous avons avec nous les gagnants donc du prix du World Habitat. Donc, on va les écouter, on va voir et apprendre de ce qui a marché pour eux. Donc, on va écouter de 3 projets basés en Asie et en Afrique. On va aussi écouter Monsieur Puri de World Habitat de Bangkok. Si vous avez des questions pour nos présentateurs, eh bien, vous pouvez les mettre sur la partie questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Et puis, on va consacrer la deuxième partie du webinaire aux questions. Ça sera à ce moment-là une opportunité pour vous pour lever la main virtuelle et partager vos expériences et participer à la discussion. La session d'aujourd'hui sera présidée par ma collègue Abby de World Habitat. Donc, elle va présenter nos orateurs pour aujourd'hui. Merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Comme Pierre a déjà mentionné, c'est une session d'apprentissage sur les communautés puissantes, les quartiers informels résilients, en se basant sur la discussion d'aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, des ressources, des connexions, eh bien, contactez-nous parce qu'on tient absolument à continuer à partager ces meilleures pratiques et ces bonnes pratiques à travers le monde. Alors, on est vraiment content d'avoir notre collègue de l'Habitat des Nations Unies aujourd'hui. Alors, nous sommes maintenant donc avec les gagnants du projet World Habitat du 2022. Donc, nous avons avec nous l'Indonésie qui a vraiment résisté les déplacements forcés. Donc, je vais vous présenter Gugun, qui est le directeur du consortium, et puis son collègue du directeur du Centre des études urbaines. Je vais leur laisser la parole. Merci donc à vous et merci à World Habitat pour le prix que nous avons reçu. Je vais partager maintenant mon écran avec vous. Le temps est très limité, donc je vais être très rapide. Alors, je suis du consortium des pauvres urbains, ainsi que le mouvement des coopératives de logement en Indonésie. C'est un secteur informel à Jakarta. Nous avons donc de l'expérience depuis 2020. En Indonésie, on appelle kampung, ce sont des quartiers collectifs et informels. On les trouve surtout dans les zones urbaines. Et bien sûr, ces quartiers ont beaucoup de défis. Vous pouvez voir sur les photos en 2015-2016, c'est des évictions forcées. Donc à Jakarta, entre 2015 et 2016 uniquement, il y a eu 305 évictions forcées. Mais ça, ce n'est pas le seul problème. Les problèmes sont la situation sécuritaire qui n'est pas excellente, donc les feux, les conditions sanitaires. Comme vous le savez, ce sont des quartiers illégaux et donc il y a beaucoup de stigmas liés à ça.
Donc ça, c'est à propos de nous. Comme vous le voyez, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec d'autres organisations telles que le RUJAC, l'ACF, l'ASF. Nous recevons aussi de l'aide légale avec nos partenaires à Jakarta. Le JRMK, en fait, est une organisation qui contient beaucoup d'autres, qui chapeaute beaucoup d'autres, qui sert de rôle, qui joue un rôle de axe communautaire. Voici concernant notre mouvement, donc des exemples donc deux exemples. Le premier, c'est l'aquarium de Kampung et puis le KKC, une coopérative de logement. C'est une initiative assez neuve. Nous avons donc des exemples très limités en Indonésie. Par exemple, pour les coopératives de logement, nous avons 256 membres au KKC et 131 membres à Aquarium. Donc, les organisateurs ont établi ces coopératives dans leurs différentes communautés. Le gouvernement exige donc le déplacement de beaucoup de communautés qui dans ces quartiers informels, ce qui peut causer beaucoup de pertes pour la plupart des habitants. Il y a d'autres exemples où le quartier informel doit être amélioré sur place, comme le cas pour l'aquarium par exemple. Nous ne travaillons pas tout seuls, nous travaillons parmi un réseau de ONG, des architectes aussi, des académiciens, des avocats, des journalistes. Pour notre plaidoyer, comme vous pouvez le voir sur la photo au milieu, nous parlons de concepts alternatifs. Donc, nous offrons notre agenda aux politiciens et donc on signe des contrats politiques avec les candidats. Par exemple, en 2007, après avoir gagné les élections, nous avons travaillé ensemble avec le gouvernement à Jakarta pour mettre en œuvre donc ces initiatives. Et voici quelques exemples à Kampung KKC en 2014, 2017 et puis tout à fait en bas en 2024. Donc ça, c'est l'avant. Ce concept communautaire donc vise non pas à déplacer les populations, mais à améliorer la situation sur place. Donc vous pouvez voir le changement qu'il y a eu au fil des années. Le changement est énorme. Voici aussi le Kampung Aquarium, avant et après. Donc à peu près 100 familles ont pu rester sur place, se sont organisées, ont organisé les résidents et ont commencé à présenter des concepts alternatifs. Aujourd'hui, c'est déjà terminé. Bon, c'est à peu près terminé. Il reste encore quelques détails, mais c'est presque fini. Beaucoup de familles y résident déjà. Voici quelques réalisations que nous avons faites.
L'aquarium est déjà construit avec 187 unités parmi 241 au total. Et ceci n'est pas la propriété du gouvernement, c'est vraiment différent des logements socio-gouvernementaux. Et avec notre mouvement, donc la réalisation n'est pas uniquement pour la communauté, mais aussi pour la planification spatiale, la politique de planification spatiale. Avant, il ne considérait que les zones commerciales et menacées par les inondations, etc. Maintenant, les communautés sont prises en compte. Donc, nous avons obtenu des permis de construction pour 9706 habitations à 32 campus. Nous avons des plans d'action communautaires. Aujourd'hui, dans la plupart des campus, nous avons des programmes de mise en œuvre aussi, à travers lesquels ils ont commencé à construire des infrastructures. Dans beaucoup de campus, il y en a qui n'ont pas reçu des financements à cause de questions légales, mais le gouvernement, en tout cas, a commencé à construire ces infrastructures. Notre dernière réalisation est la formation de coopératives de logement au nombre de 22. On manque encore de connaissances et de capacités en la matière parce que c'est tout nouveau pour nous. Les coopératives ne sont pas encore prises en compte par la loi, mais surtout à travers l'aquarium, nous avons fait des pas en avant. L'interprète s'excuse, mais nous avons perdu l'orateur. L'interprétation reprend. Et on l'a perdu encore une fois. Notre orateur semble avoir des problèmes de connexion. Et donc, peut-être, Diane, vous pouvez présenter à votre tour. Donc, Diane, est-ce que vous voulez bien partager votre présentation? Je ne peux pas encore partager mon écran parce qu'il y a déjà une présentation. Ah, merci beaucoup pour cette introduction, Gugun. Maintenant, on va passer à Diane. Vous inquiétez pas, Gugun, on vous a juste perdu pendant quelques instants, mais Diane va présenter donc pour terminer. Merci à toutes et à tous. Je suis Diane Tri-Ewati du Centre Roujac des études urbaines et je voulais donc partager avec vous notre stratégie, nos stratégies. Nous avons fait des grandes réalisations au fil des ans. Nous proposons des concepts alternatifs, des contrats de collaboration avec différents groupes. Nous créons des coopératives de logement aussi dans la communauté. Comme mon collègue a mentionné, nous avons amélioré les quartiers, mais plus important encore, nous avons obtenu donc une reconnaissance des campus en tant qu'entité urbaine légale. Donc, ça a été reconnu au niveau national et international. Donc, ici, je tiens à remercier le World Habitat pour les efforts qu'ils ont fait à cet égard et merci pour le prix qu'ils nous ont donné en 2023.
Voici donc une photo qui montre un moment de célébration de ce moment et une invitation pour que d'autres nous rejoignent. Alors, le mouvement de logement à Jakarta, ou de mouvement de justice, donc comprend des stratégies et des tactiques qui ont été mises en place. Ça représente une opportunité pour les différents chapitres d'œuvrer dans ce sens dans les contextes locaux. Donc, c'est un mouvement qui est entre des espaces facilités par l'État et des espaces créés par le mouvement lui-même. Et donc, nous avons des stratégies qui doivent être comprises en relation avec l'État. Nous pouvons apprendre aussi que le succès dépend du réseautage que nous avons mis en place depuis des années avec d'autres partis qui travaillent sur différents niveaux politiques. Nos stratégies les plus importantes, c'est de proposer et de mettre en œuvre des alternatives à l'éviction à travers donc la présentation de logements alternatifs conçus pour les communautés et de bien sûr gérer les terres sur lesquelles ces bâtiments sont. Aussi des propositions de propriété collective par la communauté. Qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, on va passer au niveau suivant, c'est-à-dire on va passer du niveau communautaire au niveau national. Gotong Royong est une coalition qui comporte plusieurs organisations qui travaillent dans ce sens. Et ces initiatives donc représentent 85% des initiatives de logement. Ce qu'on propose, c'est de changer le paradigme de la terre, de la planification participative, des institutions, même du financement. Comme Gogon a mentionné tout à l'heure, nous ne travaillons pas uniquement à Jakarta, mais sur tout le pays. Nous produisons des solutions aux problèmes dans différentes villes, comme vous pouvez le voir ici, donc Palu, Makassar, Kendari, Japa, Solo, Jakarta, etc. Donc, on essaye d'influencer les politiques au niveau national. Voici donc l'échelle temporelle. Donc, depuis 2009, on essaye de changer les politiques nationales. En 2020, nous avons décidé de généraliser donc le Gotong Royong, donc l'initiative de logement Gotong Royong. Nous avons organisé une série d'ateliers pour promouvoir ce modèle. En 2023, nous avons organisé une initiative pour renforcer notre réseau. Et donc, nous avons mis en place un projet pilote de logement. Aujourd'hui, nous essayons de promouvoir nos projets nationaux pour faire en sorte que tous les compounds seront soutenus par les gouvernements, pour que les gouvernements, c'est-à-dire essayent de résoudre les problèmes de propriété de la terre, etc. Voici quelques conséquences du plan de logement Gotong Royong. Donc, plus de sécurité concernant la propriété, une meilleure conception et planification et un meilleur financement à travers l'institutionnalisation
de ces logements. On essaie aujourd'hui de plaidoyer au niveau national. Voici donc la première partie, donc qui est la sécurité de propriété. Il y a des questions qui n'ont pas encore été étudiées, qui n'ont pas encore été abordées par le gouvernement, comme par exemple euh, beaucoup d'exemples comme le partage du terrain à Makassar et autres. Je vais devoir vous interrompre dans une minute à peu près, Diane. Alors, juste pour résumer, donc l'idée des logements collectifs a émergé à travers des pratiques courantes, donc de logements autonomes qui n'ont pas eu de soutien au début. Donc, on a cette idée d'hébergement collectif qui dit que les problématiques de logement devraient être adressées de manière collective tout en insistant sur les solutions de logement menées par les communautés en collaboration entre ces groupes, ces mouvements sociaux et le gouvernement. Et le mouvement de logement juste pour l'Indonésie a défié le pouvoir en place et l'a poussé à trouver des stratégies socio-spatiales nouvelles qui vont développer des alternatives à la situation dominante. Diane, je m'excuse de vous avoir interrompu parce que votre présentation était vraiment intéressante. On va sans doute revenir tout à l'heure au côté participatif que vous avez abordé dans votre présentation. On va parler maintenant d'un projet. Ce projet est vraiment sur le transfert de pouvoir, comme vous l'avez sans doute remarqué. En Indonésie, ils ont travaillé sur multiples facettes pour un projet englobant, pour un projet vraiment global. Donc, merci à vous deux de nous avoir présenté ça. On va passer maintenant à notre prochain orateur ou oratrice et on va aller aux planètes enfants et développement au Cambodge, développement d'actions communautaires, formation pour les familles et les communautés. Je suis vraiment très emballée de voir comment le projet a évolué depuis le temps où on avait un partenariat avec PED. Voilà, s'il vous plaît, partagez votre écran. On a hâte de vous entendre. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Blandine, mais je vais être là au cas où. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, nous pouvons voir votre écran. C'est un plaisir de vous voir tous. Je suis Blandine, chef de projet au sein de Planète Enfants et Développement. Donc, ce projet a commencé il y a 6 mois et ce projet fait partie donc du travail effectué par notre ONG qui est spécialisée en enfance. Nous travaillons sur 8 pays, le Népal, le Burkina Faso, le Togo, la France, etc. Donc, nous opérons au Cambodge depuis 40 ans. Juste un petit peu de contexte pour le projet. Donc, en 1975, beaucoup d'habitants ont été forcés à évacuer leurs terres à cause du régime Khmer Rouge. En 1979, ils sont revenus pour s'installer dans la capitale sans un plan de développement urbain. Donc, certains se sont installés dans les infrastructures d'avant, d'autres se sont installés dans des zones un peu moins urbaines. Et depuis, la population a vraiment augmenté.
Et donc, c'est devenu l'un des quartiers informels les plus peuplés au monde. Donc, on a pu identifier 191 quartiers informels à Phnom Penh. Ceci, bien sûr, crée des situations de fragilité et le besoin de réinstaller ces populations par le gouvernement. Donc la population est vraiment décentralisée, elle est poussée de plus en plus vers les périphéries de la ville. Il y a aussi un taux de chômage très élevé parmi ces populations. La qualité des logements est vraiment à déplorer, déplorable. Il y a beaucoup d'inondations, d'incendies. Les services ne sont pas bien développés et il y a beaucoup de violences domestiques dans ces quartiers informels. Donc notre organisation a décidé d'aider les enfants qui vivent dans ces conditions déplorables. Donc en 2016 pardon, et 2017, on a mis en œuvre un projet pilote pour améliorer la situation des logements. On a une vision globale sur 3 phases visant donc à améliorer cette situation. On a commencé la première phase de entre 2019 et 2021, donc on l'a effectué, puis on a commencé la deuxième phase en 2021 jusqu'à cette année. Nous avons déjà commencé aussi la phase 3 depuis donc cette année 2024 et ça va continuer jusqu'à 2027. Nous avons 4 objectifs. C'est d'abord de soutenir les familles les plus vulnérables pour résoudre leurs problèmes à travers un suivi psychosocial, un soutien extra-curriculaire et un logement qui est abordable. Le renforcement de mécanismes de solidarité, de plaidoyer et de résilience collective pour essayer de gérer les dangers de la communauté, promouvoir l'égalité entre les genres à travers le renforcement des capacités des femmes en termes de financement. Nous avons plusieurs stratégies de mobilisation de la communauté. Nous travaillons avec les habitants donc de ces communautés d'intervention. Il y a plusieurs problèmes sur lesquels on travaille avec les communautés. Donc, on identifie tout d'abord les besoins, puis on essaye de parler d'une seule voix, on essaye de légitimiser les choix et les priorités pour l'action et on essaye de s'assurer que les résidents sont écoutés par les autorités locales et enfin on essaye de pérenniser nos actions. Afin de réaliser cela, nous adoptons une méthodologie PASA, c'est-à-dire une approche participative pour plus de conscience sur un logement qui est sécurisé, un abri sécurisé. Donc, nous réfléchissons, nous construisons ensemble avec des groupes composés de à peu près 15 personnes qui choisissent par vote donc un leader et un co-leader. Ils organisent des réunions opérationnelles mensuelles et aussi des réunions semestrielles. Nous organisons aussi une réunion annuelle avec tout le groupe PASA pour qu'ils puissent échanger et réseauter ensemble. Avec ces réunions, nous organisons un projet
de logement pour faciliter la création de liens entre les différents membres de l'équipe du projet et les partenaires, ainsi que les membres de la communauté. Nous avons un agent de mobilisation de la communauté, ainsi qu'un coordinateur local qui est le lien avec les autorités. Donc, quel est le rôle de ce groupe PASA ou de ces groupes PASA? Eh bien, tout d'abord, comprendre les besoins et s'assurer de la mise en œuvre réussie des activités et aussi de servir de point de contact entre les membres du projet et de l'équipe et les membres de la communauté. Durant ce projet, l'objectif est aussi de former les différentes populations sur différents points. Donc, comment réaliser un plan d'action, par exemple, comment parler en public sur les différentes idées du projet. Donc, ces formations sont pour les groupes de travail. Je ne vais pas tout expliquer sur nos actions, mais je vais vous expliquer donc comment est-ce qu'on fournit ce logement pour les enfants. Là, vous avez une photo normalement sur votre écran. Ah, pardon. Donc, nous avons des kits de rénovation de maison. C'est une solution de rénovation pour faire en sorte que le logement soit sain. Donc, dans ce kit, il y a différentes choses comme l'évaluation de la situation d'une maison qui n'est pas saine, la sélection de familles en se basant sur une évaluation avec un score, la validation de la liste par les membres PASA, une visite au logement par l'équipe de construction, contribution et signature de l'accord. Bien sûr, on sélectionne les habitations les plus vulnérables lors de la réunion avec l'équipe PASA. On procède à la validation. Puis, on commence les rénovations pour améliorer le logement. Le budget pour ces kits sont de $500 par kit et nous avons attribué ce kit à 120 habitations. Nous demandons ensuite aux familles qui auront bénéficié de ce kit de contribuer à leur tour au projet. Ils deviennent donc partie prenante dans ce projet qui vise à rénover les habitations. Nous avons aussi mis en œuvre une nouvelle stratégie durant la deuxième phase avec une composante logement. Alors, vu que le kit n'était pas suffisant pour rénover certains logements, eh bien, il y a des zones où ou que les groupes PASA ont identifié. Donc, on a identifié des maisons à rénover. Donc, pour la rénovation complète, donc, on a attribué $3 500 par habitation. On demande à la famille de contribuer à hauteur de 10%. Nous avons réalisé 8 rénovations complètes à ce jour. Nous avons aussi organisé un micro-projet dans la communauté à travers lequel on a installé 2 systèmes de drainage et on a construit donc un petit passage. L'objectif est d'impliquer les résidents pour améliorer leur situation par eux-mêmes. Donc, on les a impliqués dans tous les stages du processus. Alors, nous avons demandé
afin de trouver un financement pour ceci, nous avons développé différents mécanismes. Alors, certains empruntent de l'argent de membres de la famille et s'ils ne le peuvent pas, eh bien, on a développé des partenariats avec des institutions de microfinancement, ce qui a permis à environ 200 logements d'habitation, familles, d'emprunter de l'argent. Si la famille est très vulnérable, et on en a compté à peu près 10, et pour ces cas-là, on mobilise les communautés, donc après une réunion avec le groupe PASA, pour avoir un peu leur perception à propos de la situation de la famille et pour accepter le fait que ces familles ne vont pas contribuer aux réparations. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des succès et des défis auxquels nous avons fait face lors de la mise en œuvre du projet. Eh bien, parmi les succès et l'engagement de l'équipe PASA était vraiment crucial pour faire face aux problèmes et pour mettre en place un logement sécurisé pour renforcer donc l'idée de prise de décision collective. C'est parmi les succès aussi, donc le kit de réparation des habitations, c'était une excellente idée qu'on a l'intention de reproduire. Parmi les succès aussi, donc le projet de rénovation complète à travers le microfinancement. Parmi les défis, par contre, nous avons trouvé qu'il y avait des habitations dans une situation tellement déplorable que la réparation ne peut pas rester dans le budget de $500 qui est alloué. Nous avons fait face à des contraintes budgétaires aussi qui ont rendu impossible d'utiliser des matériaux de haute qualité en termes d'isolation en particulier. Par rapport à la mobilisation de la communauté, des fois c'était vraiment difficile parce que les gens avaient des engagements professionnels. Alors, les femmes n'étaient pas souvent dans des positions de leadership, les jeunes non plus. Un dernier défi, c'est la stratégie par rapport aux zones prioritaires. Les résidents ont trouvé beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur une approche collective par rapport à ces zones de priorité. Et des fois, donc la communauté, certaines familles ne pouvaient pas se considérer en tant que faisant partie d'une communauté, donc ils avaient du mal à participer aux activités communautaires. Blandine, malheureusement, je vais devoir vous interrompre. Désolée. Bientôt. Nous avons déjà commencé la troisième phase. Donc, nous avons tiré les conclusions et tiré les apprentissages des phases 1 et 2. Aujourd'hui, nous allons utiliser des techniques plus durables, des matériaux aussi plus durables. Nous allons impliquer davantage les communautés et surtout les femmes et les jeunes. Nous allons aussi essayer de pérenniser ce projet vu que nous sommes en phase 3 et donc nous voudrions que ceci se prolonge au-delà du cycle de vie de ce projet. Donc, nous avons déjà
nous savons déjà que ce projet sera nécessaire pour d'autres villes, comme la ville de Phuket, qui est située à la frontière avec la Thaïlande. Et dans le futur, donc les personnes déplacées en interne en auront besoin donc aux conditions climatiques. Voilà, voilà, merci beaucoup. Donc, j'ai hâte de recevoir vos questions. Nous reviendrons certainement à ceci dans la session questions-réponses. C'est un projet qui était vraiment global, qui a pris en compte la situation des logements, l'implication de la communauté. Votre méthodologie aussi était vraiment claire. Donc, merci beaucoup de l'avoir présentée. Nous allons maintenant passer à la présentation suivante, mais avant cela, je tiens à vous rappeler que si vous avez des questions, vous devez les mettre sur dans la partie questions-réponses. Nous allons maintenant passer à notre gagnant bronze, Daraja, sur donc les quartiers informels au Kenya et en Tanzanie. On va écouter Prudenciana après, qui est donc au centre de l'initiative communautaire en Tanzanie. Donc, la parole est à vous, Marc. Merci pour l'introduction, Abigail. Donc, nous avons créé Daraja, qui veut dire pont en Swahili, parce qu'il y avait deux problèmes émergents en Afrique. Le premier angle mort est que les pays de l'Afrique de l'Est s'urbanisent très rapidement. Beaucoup donc migrent des zones rurales vers les zones urbaines à cause des fois des inondations, à cause des problèmes liés aux saisons par rapport à l'agriculture, etc. Et donc, d'ici 2050, la ville va avoir plus de 50 millions d'habitants, qui est énorme. Donc, à cause du changement climatique, à cause des conflits armés, etc., donc il y a des vagues énormes de migration des zones rurales vers les zones urbaines. Alors, ce qui produit les prédictions météorologiques indique que ceux qui vivent dans les c'est-à-dire ceux qui vivent dans les villes vivent de la pêche et donc les autorités ou les groupes de prédiction météorologique n'ont pas jugé intéressant de faire des prédictions météorologiques comme pour les modèles mis en place pour soutenir les agriculteurs. Ces secteurs donc ont été raflés par l'urbanisation. Le deuxième angle mort que nous avons trouvé, c'est que à mesure que les quartiers grandissaient, ils devenaient de plus en plus informels. Des fois même, les populations s'installaient sur des terrains qui font partie d'usines. Et donc, le gouvernement national n'a pas vraiment joué son rôle pour réduire les risques climatiques. Donc, cette situation aujourd'hui fait que 80% de la population vit dans une situation informelle. Et ces personnes qui vivent dans ces quartiers informels
Eh bien, ils travaillent, donc ils constituent le sang qui coule à travers les veines de l'État. Alors, entre ces prédictions météorologiques, les résidents de ces quartiers informels, nous avons commencé à Dar es Salaam et à Nairobi. Donc, mais le projet s'est beaucoup élargi depuis. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer cette courte vidéo pour que vous ayez une idée. Et puis, je vais donner la parole à ma collègue pour qu'elle nous parle de son travail au sein de Daraja. Donc, faites, commencez la vidéo, s'il vous plaît. Lorsque vous voulez commencer un projet, vous devez impliquer toutes les parties prenantes. La communauté doit conduire donc ces projets. À Daraja, on a utilisé les SMS pour obtenir des informations. Beaucoup de personnes ont des informations très limitées. Mais ce projet a été important pour les différentes populations. Ça leur a permis de continuer d'avoir des moyens de subsistance. Merci. Merci Marc. Merci World Habitat pour cette reconnaissance. Je vais vous présenter aujourd'hui un ensemble d'initiatives communautaires de la Tanzanie. Comme Marc a dit, je vais vous présenter comment nous avons donc mis en œuvre le projet sur le terrain avec les communautés. Donc, comme Marc a dit, il y avait beaucoup de défis liés à la ville. Nous avons des problèmes de inondation. Nous avons mené une étude de base pour étudier les problèmes liés au climat, ensuite pour comprendre la capacité des communautés pour faire face aux événements climatiques sévères. Nous avons pu obtenir différentes informations, différentes idées. Bien sûr, aujourd'hui, les météorologues fournissent des informations très utiles, mais très souvent, les communautés ne comprennent pas forcément un langage qui est plutôt technique, etc. Donc, nous avons essayé de comprendre les défis que traversent les communautés. Nous avons organisé différents ateliers, on a invité les différentes parties prenantes et d'autres acteurs urbains pour étudier donc la question. On a essayé de voir comment est-ce qu'ils ont géré leurs défis, quelles initiatives ils ont pris, etc. Et on voulait donc bien sûr avoir une solution à tout cela. Donc nous avons présenté ceci à travers les écoles.
Durant la phase de mise en œuvre, nous avons organisé beaucoup de formations aux autorités, aux profs et aux étudiants aussi, aux élèves, pour qu'ils deviennent eux aussi des défenseurs de ce projet. Nous avons organisé des campagnes de sensibilisation à Utabiri, où donc il y a des pluies saisonnières très intenses. Durant la phase de mise en œuvre, nous avons aussi mis en place un système d'alerte parce que nous voulions que la communauté prenne en charge tout le processus à travers des membres sélectionnés qui vont comprendre les informations et les recommuniquer à la population. Donc, ces informations très souvent étaient très techniques et donc elles devaient être traduites en un langage moins technique et quelqu'un pour dire qu'est-ce qu'il fallait faire ensuite. Donc, ces groupes qui ont été sélectionnés sont des personnes qui ont reçu une formation pour l'analyse de ces informations. Donc, nous avons réussi à avoir des formations pour pour ces membres de la communauté de l'agence de prévision météorologique elle-même. Aujourd'hui, donc, les communautés utilisent ça à travers l'application qui a été mise en place. Nous recevons les informations par email qu'on transmet à travers le groupe WhatsApp que nous avons. La communauté interprète l'information et ensuite ils partagent ces informations qu'ils auront interprétées à travers le reste des membres de la communauté par SMS, etc. Donc à chaque fois, donc ces personnes partagent avec une trentaine de personnes. Nous pensons donc que toute la communauté a accès à ces informations. Nous mettons aussi des tableaux dans des endroits centraux de chaque communauté et donc quiconque qui va passer par cet endroit qui est central à la communauté va pouvoir voir ces prévisions météorologiques. On partage ça aussi avec les écoles, avec les professeurs et donc tous les élèves normalement en sont conscients. Durant cette initiative avec les écoles, nous avons partagé les informations avec les profs qui vont procéder à mettre ces informations sur les tableaux que vous voyez sur la photo pour que ce soit accessible par toute la population. Nous avons réussi à améliorer la compréhension de la communauté sur des questions liées à l'environnement, etc. Donc, maintenant, la communauté est mieux informée, elle est plus en capacité. Avant, ils ne savaient pas du tout quoi faire en cas de pluie, comment adapter leurs affaires en fonction du temps. Donc aujourd'hui, la situation est beaucoup mieux. Il y a énormément de compétences innovatrices qu'on met en œuvre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on apprend aussi un ensemble de capacités aux communautés pour qu'ils puissent accéder à ces logements plus abordables et plus résistants aux intempéries, surtout à la pluie. Alors, en cas de pluie, qu'est-ce qu'ils doivent faire
comment, en général, comment améliorer la résilience des communautés par rapport aux risques météorologiques, donc les habitations. Certains vont même déménager. Certains vont se mobiliser, sont mobilisés en fait, ont acheté des terres dans une zone un peu plus sûre. Ils n'ont pas bien sûr le financement nécessaire, mais sont en train de lever les fonds pour qu'ils puissent passer à des endroits moins vulnérables du point de vue climatique. Nous plaidoyons aussi pour eux auprès du gouvernement pour que le système s'adapte à eux et aussi pour améliorer l'infrastructure, surtout dans les zones où ils vivent et opèrent. Nous avons procédé à une restauration d'une rivière. J'allais vous interrompre, mais je vois que vous en êtes arrivé à votre dernière diapo. Le seul défi que nous avons rencontré, c'est que, c'est bien sûr la question de habitation abordable. Finalement, nous avons voulu introduire ce système auprès des communautés avec lesquelles on opère, mais on n'a pas vraiment assez de budget pour ces logements abordables, malheureusement. Merci beaucoup. À chaque fois que j'en entends encore sur ce projet, je réalise à quel point vous avez créé un effet papillon, c'est-à-dire comment l'information se propage, comment est-ce que les habitants donc s'adaptent à tout ça, c'est vraiment incroyable. Merci d'avoir présenté. Donc maintenant, je vais inviter Monsieur Popori, qui est l'agent donc pour le habitat aux Nations Unies, qui va nous donner ses réflexions. Merci de vous être joint à nous. Je vous salue depuis Bangkok, chaleureusement. Permettez-moi d'abord de remercier Habitat et toute l'équipe, Abigail, Louise, Pierre, de m'avoir invité pour venir contribuer avec vous aujourd'hui. World Habitat, ce réseau de prix World Habitat est donc notre partenaire. Donc moi-même ainsi que toute mon équipe, nous sommes très heureux de faire partie donc de cette initiative. Comme vous le savez sans doute déjà, il y a 1,6 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à un logement adéquat et ce nombre peut atteindre les 3 milliards de personnes d'ici 2030. Plus d'1 milliard de personnes sont sans domicile fixe aussi dans le monde. Donc, dans ce sens, nous apprécions énormément le travail de World Habitat pour mettre en relief ces problèmes et pour essayer de trouver donc des solutions. Nous sommes très reconnaissants ces succès que nous célébrons avec vous très chaleureusement. Donc, à travers ces initiatives pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers informels à travers le monde. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de participer à cet événement avec ces présentations très inspirantes. Nous faisons face à une crise de logement qui est universelle,
Mais malheureusement, les médias restent silencieux là-dessus et les politiciens n'en parlent pas assez. Vous avez dans vos présentations articulé que l'expansion urbaine se fait donc à travers ces quartiers informels parce que les villes ne sont pas préparées à accueillir de larges populations. Donc, toutes ces populations qui viennent vers les villes s'installent dans des bidonvilles, dans des situations déplorables. Les logements dans les villes ne sont pas abordables parce que c'est donc les acteurs les acteurs de l'immobilier trouvent donc un marché très lucratif dans le logement et donc ce n'est pas de leur intérêt que les prix soient abordables. Par ailleurs, les gouvernements pauvres dans la plupart des pays dans le sud global n'ont pas les moyens pour mettre en œuvre des projets aux Philippines, en Sri Lanka, en sud-est de l'Asie du Sud-Est, etc., n'ont pas les moyens pour trouver une solution à ce problème. Il y a dans l'Asie elle-même plus de 400 000 familles qui n'ont pas accès à ces logements abordables. Pourquoi nous menons ce combat? Ce n'est pas parce que nous sommes des ONG ou des... Non, nous le faisons parce que nous croyons fermement que les familles ont le droit d'avoir un logement décent et de le rénover du coup par eux-mêmes. Je pense que nous avons la responsabilité de faire le plaidoyer auprès des gouvernements. Il faut leur faire comprendre que les populations peuvent contribuer avec tellement de choses. Les logements sociaux, les premières habitations, etc. Tous ceux qui travaillent donc dans l'industrie de la région, etc., sont importants. Il faut aussi il faut prendre en compte la diversité dans la conception. Suivant les besoins de la famille, eh bien, les besoins sont très différents. Ça dépend de la religion, ça dépend de la culture, etc. Donc, les logements qui sont menés par le gouvernement ne seront pas au même niveau et de la même qualité que les hébergements, les logements menés par la communauté. Nous commençons à peine d'essayer de faire face à ces défis de logement dans la région Afrique. Nous essayons de mettre en place un développement sur la question qui est axé autour des personnes, des populations. Et beaucoup d'entre vous œuvrent là-dessus. Donc, à travers cette philosophie de logement qui est menée par les populations, ceci a mené à la formalisation de beaucoup de quartiers informels. Ce processus a inspiré d'autres, comme le collègue de l'Indonésie a mentionné. Donc, durant les années 80, nous avons mis en place le programme COVID avec la Banque mondiale. Nous avons fait la conception du développement mené par les communautés, le programme de développement Kacamatan. Ensuite, nous sommes passés en Afghanistan avec les apprentissages tirés de l'Indonésie, différents programmes. Nous étions très chanceux au UN Habitat de
de pouvoir participer à ces programmes de logement pour des millions d'habitants. Beaucoup d'initiatives étaient basées. Donc, les principes fondamentaux sont basiques. D'abord, il faut faire confiance aux personnes, ces personnes qui ne sont pas un simple objet qui va recevoir quelque chose, mais un acteur efficace qui a une connaissance approfondie, qui peut mener la construction, le développement de ces projets. Et donc, durant les 3 dernières décennies, nous avons joint notre effort avec beaucoup de différentes organisations qui travaillent dans le même axe, et nous avons tiré 3 principaux apprentissages. Tout d'abord, il ne faut pas construire un modèle ou un prototype et dire à tous qu'ils doivent construire le même modèle de maison. Il ne faut pas prescrire des solutions aux gens. Au contraire, il faut laisser les personnes faire partie de l'étape conception. Deuxièmement, il faut trouver les bonnes familles qui ont besoin de ça et de leur donner les kits appropriés. Ceci est fondamental. La perception d'un foyer, d'une maison endommagée par les architectes ou par les bailleurs de fonds est différente de celle des habitants. Donc, il est fondamental de rendre ces programmes mus par les communautés. Troisièmement, ne promettez pas un nombre d'habitations que vous allez construire, mais assurez les populations que vous allez donner l'assistance financière et technique aux populations pour qu'ils puissent reconstruire leur propre maison. Pour ceux d'entre vous qui ont eu leur diplôme de l'UCL, ça a commencé par une question. Comment construire 1 million de logements en une année? Prem Madarasa, le président, donc, a posé cette question. Et la réponse était: vous ne pouvez construire 1 million de maisons, de logements par année si vous laissez les populations reconstruire leurs logements eux-mêmes. Donc, nous, à l'ONU Habitat, on est vraiment inspiré par tous ces programmes à travers toute la famille onusienne. Nous réalisons qu'il est difficile de reconstruire toutes ces habitations, et ce n'est possible que lorsque les personnes sont responsables du processus. Si vous pouvez concevoir une maison basée sur leurs propres besoins familiaux, que vous leur donnez donc la capacité de construire leur propre maison, eh bien, ça va renforcer la fierté, la dignité, et c'est un facteur qui est primordial pour les personnes qui sont en train de reconstruire leur maison et qui veulent sentir que c'est vraiment eux qui font ça pour eux-mêmes et ce n'est pas quelqu'un qui est venu construire pour eux. Voilà, parce que vous construisez une maison une fois en une vie, pour beaucoup de cas. Voilà, j'aurais souhaité avoir plus de temps pour donner plus d'exemples, mais permettez-moi maintenant de conclure que nous sommes ici avec vous aujourd'hui pour féliciter les incroyables receveurs de prix, les gagnants de prix
Rappelons-nous tous que ensemble nous avons fait des pas de géants en apprenant du passé. Je suis sûre qu'il y aura tellement plus d'histoires à partager dans les années à venir. Donc, pour les architectes qui sont avec nous dans cet appel, je vous suggère d'explorer les 2, 3 livres qui sont très intéressants. Le premier est de John F.C. Torrance, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Liberté de construire, donc Freedom to Build, et son autre livre que je recommande. Puis le programme d'1 million de logements au Sri Lanka, qui est un programme incroyable que vous devriez tous considérer. Finalement, je voudrais exprimer ma sincère gratitude à toute l'équipe du World Habitat de m'inviter, de partager donc mes commentaires au nom de l'ONU Habitat. Toutes les présentations qui ont été faites sont excellentes et m'ont rappelé de mon propre travail il y a quelques années, donc à travailler avec ces bidonvilles, ces quartiers informels, etc. Donc, je suis très heureux de partager ces moments de solidarité avec vous. Finalement, je souhaite inviter la plupart d'entre vous au forum qui aura lieu en Égypte, au Caire, qui aura lieu le mois prochain, où on pourra approfondir ces discussions. Permettez-moi donc de conclure en vous remerciant tous. Merci. Vos remarques sont très encourageantes, très inspirantes. Ça nous rappelle à quel point est-ce que les personnes doivent contribuer à la construction de leur propre logement, etc. Maintenant, je vais ouvrir la parole à la discussion. Donc, vous pouvez soit lever la main et allumer votre micro et poser votre question en direct, ou mettre votre question sur la partie questions-réponses. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, donc allez-y, posez votre question en direct. Arthur. Si Arthur n'est pas là, on va passer. Arthur, est-ce que vous êtes là? Voilà, donc on va passer à la boîte questions-réponses. Alors, parmi les questions que j'ai ici, c'est de Bassirat. C'est une question sur la microfinance et la rénovation. Je voudrais clarifier si Shamron Microfinance est une entreprise privée ou bien soutenue par le gouvernement. Et s'il y a un certain appétit par les organisations de microfinance privées de financer ces rénovations, est-ce que le gouvernement soutient donc? Merci beaucoup pour la question. Shamron, donc c'est une organisation privée qui est une organisation à but non lucratif, non gouvernementale. Mais ça a changé il y a quelques années. Donc, c'est une entreprise à but lucratif, mais ils ont une branche spéciale pour les programmes sociaux. C'est-à-dire, ils nous donnent des conditions spécifiques. Donc, ils n'ont pas besoin de caution, en fait. La plupart du temps,
les institutions financières vont vous demander un titre de propriété ou une hypothèque, etc. Et ce n'est pas le cas pour ces institutions de microfinance. Voilà. Donc, on nous donne de meilleures conditions. Il n'y a pas d'organisations en Cambodge qui ne sont pas à but lucratif. Il y a des initiatives, oui, mais les initiatives sont en général liées à des projets spécifiques. Et donc, ces organisations travaillent avec différents types de clients, tous pour à but lucratif. Donc, ils veulent faire des profits. Et ça, c'est un problème au Cambodge. Blandine a fait ça sur sa présentation. Donc, au Cambodge, les personnes sont très endettées. Donc, des taux d'endettement les plus élevés, parmi les plus élevés au monde. Donc, ceci est difficile à gérer et récemment, le gouvernement a annoncé que ils organiseraient un peu plus, un peu mieux ce secteur et qu'ils essaieraient d'évaluer le niveau de loyauté et d'honnêteté des différentes institutions financières, d'en sélectionner un groupe, de leur donner une certaine autorisation pour qu'ils fassent ce travail. Le Cambodge est conscient du problème, mais bien sûr, ça reste intéressant pour ces entreprises parce qu'ils veulent gagner le plus d'argent possible. Donc, ça reste un petit peu dans un va-et-vient où les régimes essayent de trouver des solutions, des solutions intermédiaires pour permettre en tout cas d'éviter les crédits requins, si on peut dire ça comme ça. Donc des crédits avec des conditions très sévères ou des conditions difficiles en tout cas. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, sûrement. N'hésitez pas d'utiliser le chat pour un follow-up ou bien pour poser une question directe. Donc, Andy pose une question pour Daraja. Donc, le potentiel pour les apprentissages tirés de ce projet qui semble être transférable à beaucoup de parties du monde, non pas seulement en Afrique. Donc, quel plan de résurgence avez-vous utilisé pour étendre ce modèle vers d'autres pays? Et que peuvent faire les autres pour vous aider? Merci beaucoup pour la question. Il y a énormément d'études de cas qui ont été entreprises. Nous avons été très ouverts au partage d'apprentissage et nous avons eu tendance à partager cela avec les initiatives d'alerte précoce avec les Nations Unies. Nous pensons que Daraja, à travers cette approche du bas vers le haut, est comme un antidote, une contre-mesure à cette tendance d'approche technique descendante. Donc, le présentateur de l'ONU Habitat y a référé de manière implicite lorsqu'il a dit que l'ingénieur ou l'architecte ne peut pas reconnaître la maison qui a le plus besoin de rénovation. Et donc, cette méthodologie a assez de flexibilité pour s'adapter au contexte local. Et Prudensiana a interprété ceci et a trouvé des opportunités globales, comme par exemple travailler avec les écoles. Il y a une méthodologie de fond qui peut être reproduite avec d'autres
pays, et c'est le cas aujourd'hui avec Mombasa au Kenya. Il y a des pays qui sont en conflit, dans le Soudan, où on a donc un programme national. Donc, il y a donc cette méthodologie de co-conception qui est toujours présente. Concernant votre question, je pense qu'il y a deux domaines. Lorsque vous travaillez avec les communautés vulnérables qui vivent dans l'informalité, que ce soit urbaine ou rurale, parce que l'informalité n'est pas toujours urbaine, eh bien, on peut partager nos outils, nos méthodologies avec vous, et on a vraiment hâte de partager ce qu'on a fait en termes de création de modèles qui mesurent les dommages évités, l'impact évité des inondations, par exemple, à travers donc cet état de, à travers la préparation qui a été faite. Donc, qu'est-ce qui a été évité en termes de perte de propriété, etc. Donc, on est en train de créer un modèle autour de ça, et bien sûr, on peut développer ce modèle davantage pour pouvoir avoir des preuves que ces plans aident à éviter les dommages au foyer et à protéger la santé, etc. Nous pensons que ce modèle est très attractif pour les financements. Voilà, si ma collègue a d'autres commentaires, eh bien, elle est la bienvenue de les présenter. Je pense que Marc, vous avez tout dit. Vous avez parlé d'initiatives d'Afrique de l'Est, Soudan, Éthiopie, qui sont en train de travailler très bien sur ce système. Nous, en tant qu'équipe tanzanienne, on est en train de voir comment mettre en œuvre tous ces succès, comment les généraliser sur tout le pays. Aussi d'autres régions dans le pays. Nous travaillons très dur pour impliquer les autorités, les ministères, les politiciens. Tout ce qui a été fait à travers le projet d'Araja, donc que ça soit couvert par les politiques gouvernementales, que le programme scolaire intègre ça, ça doit faire partie donc de la formation scolaire en Tanzanie. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous recevons tellement de projets de logement et on demande de montrer les preuves et le potentiel, qu'est-ce qui peut être en termes de coûts. Donc, cet assemblage de capacité est vraiment excellent. Nous avons beaucoup de messages dans le chat et j'espère qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions. Alors, une des questions est intéressante en termes de transfert. Il y a beaucoup de réseaux régionaux et monsieur de l'ONU Habitat en a parlé. Alors, comment, ça c'est une question pour tous, comment est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux régionaux afin de transférer ces modèles? Qu'est-ce qu'on peut utiliser au sein de ces réseaux pour transférer, pour mettre à l'échelle tous ces projets? Je suis curieuse d'écouter vos réponses. Deanne, go ahead. Hi, Abby. Yes, maybe I can share from the perspective of ICHR because je peux partager la perspective de notre organisation movements in different cities across Southeast Asia, across Asia. Nous avons réussi à étendre ceci à travers beaucoup de villes au sud-est de l'Asie.
we have the opportunities to work Nous work avons eu together l'opportunité and de then to travailler implement en like some particular collaboration approach. For avec example, d'autres like currently we have organisations, d'utiliser une UTC approche and other cities as part particulière of the collective housing projects, meaning that trying to promoting this collective housing en through essayant de public promouvoir ces housing. logements So collectifs. the idea of it's not necessarily transferring, but kind Donc of like l'idée inspiring n'est each pas others and then uniquement learning donc, from each other's de experience, because transférer transfer could les be very expensive expériences, just mais technology because d'apprendre different les contexts uns des autres. Parce que differ lorsqu'on dit transfert, ça peut être to péjoratif, ça different dépend du response. So concept. I think transfer, if we understood transferring through the lens of okay, we can learn from other experience and try On peut apprendre to see through our d'autres context. I think expériences that will be de manière useful, and then I qui think correspondent avec maybe nos within propres the network, meaning contextes. that you also get support from others. For example, like if we Vous pouvez agree aussi to, for obtenir un example, the IJ soutien de wants la to part des autres. share the experience Par to exemple, other si vous countries across acceptez the de region, partager votre then expérience avec by d'autres pays de la collaborating région, each eh of bien, à these travers cette collaboration, movement within different countries can learn and vous can support créez each other donc in terms of knowledge différents transfer, mouvements even qui vont se resource soutenir les uns person, les autres à and travers le hopefully transfert de also funding in terms of connaissances, de how to ressources, fund des the fois même de project as collective financement or looking for funding as collective. I think that en would tant be que very useful, and that has collectif. been Voilà, working et donc in je Singapore pense Student que Housing ça a bien Approach. marché Also, pour I nous, think the most important thing is that we have the freedom mais plus important encore, to try new things and then get nous support avons from the la region, and that's liberté what's most d'essayer nos propres initiatives et Thank you. d'obtenir un soutien régional. Unless anyone has anything else to say, I really want to quickly get to this waste management question. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais vraiment poser la question sur la gestion de déchets. Comment est-ce que Daraja essaye de faire face à la question de gestion des déchets qui, bien sûr, impacte la résilience des habitations dans le secteur informel? Merci pour cette question. Eh bien, Daraja ne travaille pas directement sur la gestion de déchets. Daraja reste un réseau, une initiative de préparation, de partage d'informations, d'alerte précoce pour la communauté, etc. Mais bien sûr, il y a une connexion avec la gestion des déchets par laquelle on espère influencer le système formel de gestion de déchets, s'il existe, parce que très souvent, il n'existe pas dans les quartiers informels. Et donc, c'est sur ce point que le travail avec les autorités de la ville est très important. Un deuxième point est que au niveau des quartiers informels, on informe la collecte de déchets de manière informelle. Par exemple, on collecte les déchets ou on encourage à ça, surtout avant, par exemple, c'est-à-dire on essaye de clarifier un peu les rivières en éliminant les déchets avant les saisons pluvieuses pour éviter les inondations. C'est-à-dire on ne travaille pas directement là-dessus, mais indirectement. Et je vais passer la parole à ma collègue pour qu'elle nous parle de l'expérience locale. Merci beaucoup pour l'excellente question. La gestion des déchets est un des aspects les plus importants ici. En tant que ONG communautaire, on a essayé de trouver des solutions. Donc, on a une équipe primaire qui est menée par la communauté qui a pour initiative de créer un système de collecte des déchets et de recyclage au sein du quartier lui-même. Nous avons bien sûr beaucoup de défis, mais nous avons mené une recherche sur le système de gestion de déchets dans les bidonvilles.
Et c'est un défi que traverse toute la ville et non pas uniquement le quartier informel qu'on supporte. C'est ces déchets qui représentent l'un des aspects l'un des causes les plus courantes pour les inondations, justement. Et donc, le gouvernement a mené des campagnes pour le drainage et le nettoyage, etc. Il y a même des campagnes générales de nettoyage durant lesquelles ils fournissent les camions, poubelles, etc. Nous sommes en tout cas en discussion avec le gouvernement pour s'assurer que ce service est offert même si la communauté ne peut pas le payer parce que en général ces communautés ne peuvent pas se payer ce service tout simplement. Thank you Voilà. so much. I really Merci wanted to get to that beaucoup. question because I thought it would be quite Je voulais interesting from your vraiment que perspective. vous répondiez à cette question parce que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup encore une fois de votre participation. Nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine et au revoir. Merci. Thank you. Bye-bye. Thank you. You. Thanks, Bye-bye. everyone. Thank you, Have a good rest of your Vivian. day.